Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux à Vannes par le froid qui règne. Il faisait -2 ce matin, j'ai entendu sur la route. À Vannes, c'est rare qu'il s'agèle quand même. Merci Gérard, merci Bretagne Vivante d'avoir organisé cette conférence et de nous accueillir ici ce soir. C'est un véritable plaisir d'être ici. Vous savez, moi ça fait 30 et quelques années que je viens dans le Golfe. Mon père, Bruno Troublé, habite à Pirskil de Ruisse, donc je viens souvent ici. On passe Noël ici, c'est toujours des bons Noëls ici en Bretagne. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup, donc c'est vraiment très touché ici d'être ici ce soir avec vous et de venir à l'UBS. Je ne suis jamais venu à l'UBS. On travaille avec un laboratoire de l'UBS à Lorient sur les plastiques, mais je ne suis jamais venu à l'UBS à Vannes, c'est la première fois. Donc merci beaucoup de votre accueil en tout cas. Je vais vous parler un peu de Tara et de la science des questions qu'on se pose, de la science qu'on mène à bord du projet et un peu de cette philosophie de ce projet qui est né il y a 14 ans dans la tête de Agnès B, qui est une styliste de mode qui n'a rien à voir avec la mer, qui est ma tante, qui est la sœur de mon père et qui est amoureuse de la mer depuis toujours. Et s'est dit un jour, il faut faire quelque chose parce que personne ne parle de l'océan à nos enfants, à notre public, aux Français, etc. Et donc, avec son fils Étienne, ils ont lancé ce projet. J'étais là dès le début et je gère ce projet maintenant depuis 14 ans. Moi, je suis un marin au départ. J'ai fait la Coupe de l'Amérique 2 fois. J'ai fait de la biologie moléculaire à l'école. Et j'ai aussi passé par HEC. Donc sur Tara, il y a de la voile, il y a de la science. Et puis, il y a un peu de business parce qu'on a 25 salariés. C'est une start-up, en fait, ce projet. La planète, elle est bleue et on s'en est rendu compte quand Apollo est allé sur la Lune, première fois qu'on a vu la planète dans son ensemble, de loin. Et quand Apollo est parti, on appelait la planète Terre. On appelait la Terre, notre planète la Terre. Et quand elle est revenue, on a dit que c'était une planète. Première fois que la planète est rentrée dans l'esprit des gens, l'esprit de nos concitoyens. Et quand on enlève l'eau, cette planète, elle est toute comme ça, toute tristoune, toute faite de terre et de roches. Vous voyez, voilà. Et si vous prenez cette petite couche de vernis qui est l'atmosphère, si vous mettez cette atmosphère dans une boule, la boule que vous voyez là, tout l'air que l'on respire de la planète contenu dans cette boule. C'est très peu, par rapport à la taille de la planète, c'est très peu. Et quand vous faites le même exercice, en prenant toute l'eau de la planète, eh bien, elle tient dans cette boule. Alors on croit que l'océan c'est gigantesque, on se dit c'est à perte de vue, ça recouvre les 2 tiers de la planète, 71% c'est de l'eau, de mer. Et pourtant, quand on prend tout le volume de l'eau, finalement, c'est pas grand-chose. Une sphère de 1200 km de diamètre. Et la vie est née là-dedans, et la vie sur cette planète a commencé là il y a 4,5 milliards d'années, s'est développée là, et au bout de 3 milliards d'années, elle est sortie de l'océan pour revenir coloniser la Terre et devenir cette formidable biodiversité qu'on connaît aujourd'hui, et dont on est issu, et dont on fait partie. Et si vous regardez les 2 petits points qui sont au milieu, le plus gros point est l'eau douce, et le plus petit point est l'eau potable. Et donc on parle vraiment de... Et quand on prend conscience de ça, on se dit, ah oui, notre vie dépend de cette boule d'eau, tous les jours, que vous respirez. Une fois sur 2, vous respirez grâce à l'oxygène produit par les forêts, et l'autre fois, grâce aux oxygènes produits par les planctons de la mer. Quand le carbone qu'on émet dans l'atmosphère, la moitié du carbone qu'on émet chaque jour dans l'atmosphère est stocké par l'océan et enfoui au fond des océans, par les organismes. Quand on regarde où est passée la chaleur qu'on a émise depuis 200 ans, depuis la révolution industrielle, eh bien, 90% de cette chaleur a été absorbée par la mer. Alors la mer, elle se dilate un petit peu, comme l'eau dans la casserole, quand on fait bouillir l'eau, elle déborde. Et bien sûr, elle fait fondre, cette eau qui chauffe fait fondre aussi pas mal de glace, et donc le niveau d'eau monte petit à petit, régulièrement, depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc il y a beaucoup d'enjeux, cet océan recouvre beaucoup d'enjeux, et Tara est partie s'attaquer à ces questions-là, à ces enjeux-là, depuis 14 ans maintenant, et j'espère pour de longues années maintenant, parce que Tara est une fondation reconnue d'utilité publique, et n'a pas vocation à s'arrêter demain, en tout cas pas moi. Donc on fait de la science, on fait beaucoup de presse, et donc quand Gérard tu dis que Tara c'est pas de la com, t'as raison, c'est pas de la com, mais on essaie de raconter, et les médias sont vraiment vus comme un levier, comme un passeur d'informations en fait, au grand public, au plus grand nombre. Et c'est le passeur quelque part le plus simple
bien plus simple que de parler aux enfants. Et je remercie beaucoup les professeurs qui, depuis longtemps, certains sont dans la salle, et aussi Johan, qui nous aidait à parler aux enfants. C'est-à-dire que nous, j'ai pas dans mon équipe des gens capables de parler aux enfants, parce qu'il faut savoir comment on leur parle, comment on leur explique des concepts. Et c'est en travaillant avec d'autres gens, avec des professeurs des écoles, avec des gens qui ont contact tous les jours avec les enfants, qu'on arrive à être pertinent et à faire que ce qui est produit par la mission Tara soit partagé avec les enfants et soit surtout utilisé. Parce que les projets pédagogiques qui servent de dire « oh, c'est formidable, on parle aux enfants », qui ne sont pas suivis dans les classes, ça ne m'intéresse pas, ça ne nous a jamais intéressé. Alors c'est plus long, c'est plus laborieux, mais c'est tellement plus gratifiant à la fin. Tout ça, c'est partager, bien sûr, partager cette connaissance. Les scientifiques ne parlent pas au grand public. Quand ils en parlent, on ne comprend rien. Ils disent SVT aussi. Hein, ils disent des mots comme ça. On ne comprend que dalle. Mais donc, il faut essayer de traduire ça. Et c'est un boulot de longue haleine tous les jours. Et bien sûr, il faut traduire ça aussi pour les décideurs de notre planète. Cette petite boule de terre que je vous ai montrée avant, qui, finalement, bon an, mal an, dont la destinée est un peu décidée par ces Nations Unies. On croit que ça avance pas, on croit que ça sert à rien, on croit que c'est inutile, les COP, les machins, les trucs. Mais en fait, c'est là que se discute le futur. C'est là que se négocie notre futur. Et moi, j'ai vraiment à cœur d'essayer de changer ce futur. Et d'essayer de convaincre ces gens. Et on se rend compte que finalement, on parle à des gens comme vous et moi. Et vous arrivez à convaincre un chef d'État, vous arrivez à convaincre Ban Ki-moon, et ben vous arrivez à faire avancer la question. Et améliorer ce qui va se passer demain. Alors je vais vous raconter un peu la science, les enjeux dont je vous ai parlé à l'instant à travers l'histoire de Tara depuis 14 ans, à travers 4 grandes missions. La première, il y a 10 ans, on va fêter les 10 ans de cette mission en février prochain, qui était la dérive de Tara dans les glaces de l'Arctique. Le bateau a dérivé pendant 500 jours, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a 10 ans, j'avais 32 ans. Ça va trop vite, vous êtes tous d'accord avec moi, je pense, surtout moi. Mon père dit souvent la vie est longue mais elle n'est pas assez large. Je suis d'accord avec lui. Tara Océan, c'est une énorme étude de 4 ans autour du monde, s'intéresser au plancton. Alors au début tout le monde disait mais vous êtes cinglé de partir 4 ans sur le plancton, tout le monde s'en fout, c'est invisible. Mais en fait c'est philosophiquement hyper intéressant le plancton, et je vous en parlerai un petit peu plus après. Tara Méditerranée, c'est sur le plastique, parce que quand on collecte du plancton à l'échelle du monde, on collecte aussi beaucoup de plastique. Et donc on a décidé de mettre Tara pendant 1 an entièrement consacré à la question du plastique en Méditerranée, qui est une mer très connue, comme un laboratoire, en se disant si on arrive à régler le problème en Méditerranée, on arrivera à le régler partout ensuite. Et puis actuellement, le bateau, au moment où je vous parle, est sur la mission Tara Pacifique, qui s'intéresse aux récifs coralliens du Pacifique. Une quarantaine d'États insulaires, et pas que insulaires, l'Australie, la Chine, le Japon, sont impliqués dans ce projet. Et le bateau, au moment où je vous parle, est en mer. Ils ont quitté l'Indonésie il y a 2 jours. L'Indonésie qui a refusé l'accès à Tara dans les eaux indonésiennes, refusé les recherches. Premier pays de cette expédition qui a fait ça, au dernier moment. Et se dirige vers un petit île qui s'appelle Palau. Palau, c'est un petit paradis du Pacifique, qui est au large des Philippines, dans le Pacifique. Et qui, par contre, là, je connais le président personnellement, ça se passe beaucoup mieux. Alors, et Tara, pour venir à ça, en fait, pourquoi Gérard disait que c'est un projet incontournable, c'est en fait, c'est le seul projet aujourd'hui dans toute la planète qui fait des missions longues, qui fait des missions de 6 mois, 8 mois, 2 ans, des missions scientifiques de 2, 3, 4 ans. C'est le seul projet qui s'intéresse à un écosystème et qui le regarde partout sur la planète. On a fait ça sur le plancton, on a regardé le plancton partout sur la planète, où on a pu. On fait ça en ce moment sur le plastique, on fait ça aussi en ce moment sur le corail. Et c'est de comparer les écosystèmes et comprendre comment ils se développent comme ça à cet endroit-là, autrement ailleurs, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça et qu'est-ce qu'on peut faire sortir comme connaissance. Alors la dérive arctique, c'est le pôle Nord, ça caille. Ce que vous voyez en vert, c'est le premier homme qui a décidé d'être... c'est Nansen qui a décidé d'être le premier homme à aller au pôle Nord en 1893. À l'époque, le pôle Nord était encore vierge. Il s'est dit, je vais dériver dans la glace. Je vous recommande l'histoire, elle est fantastique. Et je vais quitter le bateau quand il sera plus près du pôle Nord, et puis j'irai au pied au pôle Nord. Donc il n'a pas réussi. C'est encore les Américains qui sont arrivés les premiers. Mais personne n'est mort dans cette histoire. Donc c'est une belle histoire. Et Tara, finalement, s'est mis dans la même, 110 ans plus tard,
Tara s'est mis dans la même configuration, un peu plus loin, pour être plus près du pôle Nord, et a dérivé, comme vous voyez en mauve, pendant 500 jours à travers l'Arctique, avec à bord 8-10 personnes, des hommes et des femmes, ingénieurs et scientifiques et marins, pendant ces 1 an et demi de dérive. Il y en a même 2 qui ont fait 1 an et demi non-stop. Je ne sais pas si c'est très sain. Et pendant cette dérive, en fait, le bateau se met dans la glace et, poussé par les vents dominants, le monde de Tara dérive de 10 km par jour. Tout ce qui vous entoure, toutes ces glaces dans lesquelles vous êtes, sur un océan de 3000 mètres de fond, toutes ces petites fines de couches de glace, elles dérivent de 10 km par jour. Et donc vous traversez comme ça l'Arctique, 5000 km à travers l'Arctique, et qui vous permet de mesurer pendant tout ce temps-là plein de paramètres hyper compliqués, pas tous, mais certains, la météo bien sûr, l'atmosphère, la couche de glace qui fait 1 mètre d'épaisseur, qui est une véritable petite couche de vernis, toute petite, qui est de l'eau de mer gelée, qui n'est pas un glacier, qui est de l'eau de mer gelée, comme dans et bien sûr l'océan jusqu'à 3000 mètres de fond. Et pourquoi on fait ça? C'est pour comprendre pourquoi l'Arctique fond, d'où arrive cette chaleur. Et comme vous voyez sur le graphique à droite, bah c'est très simple, vous avez au-dessus de la ligne noire, c'est la surface, vous avez l'atmosphère, la température, vous voyez qu'il y a des températures de 10 degrés à 1000 mètres d'altitude, de l'air chaud qui arrive du sud, de chez nous. Ça se refroidit au contact de la glace, et puis c'est pareil, l'eau sous la glace, elle est très froide, elle gèle à moins 1,8 l'eau salée. Et donc elle est très froide à moins 1,8 en touchant la glace. Et quand vous voyez descendre vers 300 mètres de profondeur, vous avez des masses d'eau qui font 3-4 degrés de plus que la surface. Et cette eau-là, c'est le Gulf Stream qui passe en Bretagne, là. Il passe devant chez nous, les mimosas, les palmiers à Vannes et tout. Et il continue sa route jusqu'à l'Arctique et il coule un peu, il descend. Mais on trouve de l'eau chaude de Gulf Stream jusqu'au nord de la Russie, aux confins du pôle Nord. Et on le voit très bien. Et ça n'a pas l'air beaucoup 3 degrés. Mais des masses d'eau pareilles, 4 degrés de plus, en termes de calories, c'est gigantesque sur l'Arctique. Et donc ça fait fondre, bien sûr, la glace entre le dessous et le dessus. Elles fond très vite. Alors c'est des nuits polaires, bien sûr. Et en Arctique, il y a 2 journées. Il y a une nuit puis il y a un jour. Le soleil se couche au pôle Nord le 21 septembre, et il se relève le 21 mars. Et dans tout ce temps, il fait nuit. Il y a la lune, bien sûr, qui est tout le temps là et qui éclaire comme en plein jour. Tout est blanc. Et puis, comme je disais, le vent pousse cette glace. Le record, c'était de faire 50 km en 24 heures. Quand même, il y avait 50 nœuds de vent. Et c'est assez mathématique. C'est 10% de la vitesse du vent, 15 degrés à droite. Et ça se met en route 2 heures après que le vent se lève. C'est tout le temps pareil. C'est marrant. Et cette glace, elle ne bouge pas à la même vitesse. De glace que vous voyez, sur lesquelles est Tara, ne bougent pas pareil à la même vitesse, comme les plaques tectoniques des continents qui font des tremblements de terre, des tremblements de glace. On appelle ça une crête de compression. Et ce qu'on entend, c'est le bruit de la glace sur la coque. Alors bien sûr, on est totalement impuissant. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, on appelle au secours, et puis tout ce qu'on peut faire, là il y a une tronçonneuse, là vous voyez. Mais bon, il ne va rien faire, c'est pour se rassurer. Et donc, cette glace-là, elle arrive, c'est immuable, en fait, on la voit arriver. En général, c'est chaque pleine lune, ça bouge pas mal. Et donc, le bateau se fait agresser par la glace, en fait, et par l'inertie de cette glace qui est gigantesque. Donc, quand on parle de mettre des plateformes de pétrole à la surface de l'Arctique, rien que ne fait l'homme ne résiste à cette masse. Donc le pétrole, si un jour on l'exploite en Arctique, il faudra le faire sous l'eau, avec d'autres technologies qu'on n'a pas aujourd'hui. Et c'est beau. C'est bizarre d'avoir un bateau dans la glace comme ça, d'ailleurs. Et je vous avoue que quand je suis arrivé sur le bateau, après 6 mois de dérive, je n'ai pas fait les premiers 6 mois, et que j'ai vu le bateau dans cet état-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à ce bateau? Et on ne savait pas qu'il sortirait indemne de la glace, on n'avait aucune idée. La première fois qu'il y a une crête de compression, comme je vous ai montré là, à bord du bateau, moi j'étais à bord de ce bateau, c'était un peu, est-ce que ça va tenir? Est-ce que les scientifiques, est-ce que les architectes ne se sont pas plantés d'un zéro, quoi? Eh ben non. Et donc tous les 6 mois, on change d'équipage par avion, on fait une piste sur la glace, bref, une aventure incroyable. On fait atterrir les avions du Canada,
Il y a 5 heures de vol pour aller sur Tara, depuis le premier aéroport, dans le blanc, comme ça, c'est un peu l'aventure. C'est un peu Tintin, voilà. On a eu beaucoup de problèmes, la piste d'atterrissage a cassé en cours de route, enfin bref, je vous en passe, c'est des meilleurs. Mais il y a aussi des moments magiques, de pas de vent, de pas de bruit, d'une autre planète. Incroyable. Et quand on est venu ce projet en 2008, on a rencontré un scientifique qui s'appelait Eric Carsanti, qui a dit « mais vous faites quoi après ?» J'en sais rien, le bateau n'est pas encore sorti de l'eau, pas encore sorti de la glace, on verra. Et ça serait bien d'aller s'intéresser à l'impact du climat sur la vie marine et sur le plancton. Et c'est là qu'a commencé l'histoire du plancton en 2008. Et le plancton, c'est très bizarre. Ça, c'est le plancton filmé en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a quelques années. Et le plancton, c'est fait de virus. Il y en a 10 millions par gorgée d'eau de mer quand vous buvez la tasse. De bactéries, de microalgues qui font la photosynthèse comme les arbres, qui nous font respirer l'oxygène. D'animaux que vous voyez là, d'ailleurs. C'est que les animaux que vous voyez qui bougent là. C'est Star Wars, hein. C'est-à-dire que le danger vient de partout. C'est la compétition pour trouver les ressources avant les autres, pour se protéger des prédateurs qui arrivent de dessus, d'au-dessous. Je ne sais pas si vous avez déjà plongé avec des requins, mais vous sentez bien la pression prédatrice autour de vous. Vous dites, ils sont où? Et donc c'est un laboratoire de développement depuis 4 milliards d'années. C'est-à-dire que depuis 4 milliards d'années, les organismes ont fait tout ce qu'ils ont pu, ont évolué pour être meilleurs que son voisin. Pour prendre les nitrates à manger avant, pour choper la lumière avant, etc., etc. Donc c'est un formidable laboratoire de R&D dont on a beaucoup à apprendre aujourd'hui pour notre progrès. Alors on est parti à la rencontre de ce plancton à travers le monde, une route qui suivait un peu les vents dominants, sauf parfois 2-3 endroits où on a tout pris dans la figure, mais qui allait dans des endroits très différents de l'océan, des zones très différentes, pour avoir le maximum d'écosystèmes différents sur la route de Tara, et pour à chaque fois comprendre qui vivait là. Et tout ça pour essayer de comprendre un peu quels sont les drivers qui déterminent l'écosystème, comment ça va changer demain, quand le changement climatique va apparaître, etc. Et donc on a fait comme ça 150 000 milles, y compris on fait le tour du pôle Nord après, on est parti faire le tour du pôle Nord, chez les Russes et tout, c'est super sympa. Et on a prélevé du plancton, toujours pareil pendant 3 ans et demi, toujours la même sauce, toujours la même cuisine, toujours les mêmes prélèvements, les mêmes filtres pendant 3 ans et demi. Très chiant. Mais moi, j'allais très souvent sur le bateau. Il y avait une énergie. Les scientifiques se relayent tous les 3 semaines, les marins tous les 4 mois. Et sur ce bateau, il y avait une énergie de gens qui se disaient on est en train de faire un truc qui n'a jamais été fait. On est en train d'être dans une forêt tropicale avec un filet à papillons et tout ce qu'on attrape, c'est inconnu. Et donc, il y avait une espèce de passion sur ce bateau pendant ces 3 ans et demi qui n'a pas décru pendant tout ce temps. C'était incroyable à vivre. Et c'est une opération qui a impliqué 200 personnes, 100 scientifiques, la moitié de femmes, la moitié d'étudiants, postdoctorants, doctorants. Ça a impliqué 70 marins différents. C'est un truc humainement très très fort. Et l'approche était celui-là. Je vous ai parlé des virus, des bactéries, des protistes. Vous ne connaissez pas les protistes. Mais en Angleterre, on apprend qu'il y a les végétales, les animaux, et au milieu, on dit qu'il y a les protistes. En France, pas encore, ça va venir. Les protistes, ils sont capables de manger comme les animaux et de se comporter comme des plantes. Ils ont les deux trucs. Ils ont une seule cellule, ils sont hyper évolués. C'est les stars de la diversité, c'est les stars de l'évolution. C'est pas nous, hein. Nous, c'est eux. Et en dessous, c'est les métazoaires, donc ça, c'est les animaux. C'est encore un nom barbare, ça, j'ai pas encore réussi à l'enlever, celui-là, tiens. Et on a essayé de collecter ça, tout c'est de vivant, là, tout petit aux larves de méduses, aux méduses même, qui dérivent dans la mer. Tout ce qui est plancton dérive dans la mer. Et on a collecté à chaque fois 18 paramètres dans lesquels on trouvait ces organismes. La température, le carbone, le nitrate, les nutriments, tout. On a tout collecté. On a fait plein de trucs de barbares. On a fait la génomique, on a regardé l'ADN de ces trucs-là, l'ARN de ces trucs-là. On a tout décodé, tout lu, tout passé aux machines. Ça a pris 7 ans. On a fait des photos de tous ces organismes, suivant leur taille, et des techniques différentes. Et entre les virus et les organismes animaux, il y a un rapport de 10 000, 100 000 même, de taille. Donc c'est vraiment des trucs. Donc chaque fois, il y a des techniques différentes.
Et on a bien sûr capté tous les commentaires. Et tout ça, c'est des données qui sont énormes. C'est la plus grosse base de données environnementale jamais créée par l'homme aujourd'hui. On n'a jamais décrit un écosystème aussi largement que ce dataset-là, que cette base de données-là. Et c'est des choses très jolies. C'est magnifique. C'est pour être des bijoux, ces trucs-là, des broches, très jolies broches, là, regardez. Et on peut regarder ce qu'il y a dedans. On arrive maintenant à marquer de quoi est fait chaque organisme, comment c'est structuré, et essayer de comprendre un peu le mécanisme, comment ça marche. On ne sait pas comment ça marche. Alors je continue avec un peu de science, parce que vous êtes tous capables de comprendre un peu des concepts scientifiques, des résultats. Les bactéries de l'océan, si on prend toutes les bactéries qu'on a collectées, les bactéries de l'océan, si on prend toutes les bactéries qu'on a connectées, je vais le coller. Regardez, toutes les bactéries qu'on connaît l'homme, elles sont dans le cercle là. Tout ce qui est rouge, c'est Tara qui l'a découvert. 80%, 81%. C'était inconnu avant. C'est-à-dire que 81% de ce qu'on a rapporté était inconnu de la connaissance humaine. Ça paraît complètement loufoque. Une bande de pieds nickelés sur un bateau de 36 mètres qui part faire le tour du monde pendant 3 ans et demi et qui découvre que 80% des bactéries de la planète. C'est complètement ahurissant. On se dit, mais dans quelle époque on vit? Et ce qui est intéressant, c'est que de tous ces gènes, tous ces 40 millions de gènes découverts, on en connaît pas beaucoup. Enfin, on connaît 40 millions de gènes sur l'ensemble de la connaissance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut collecter d'autres organismes dans le bed Morbihan, où vous voulez, et on ne découvre pas de nouveautés. C'est-à-dire qu'on a décrit quasiment tout ce que la mer peut avoir de bactéries entre 0 et 1000 mètres. Et avant, on ne savait pas. C'est-à-dire qu'il y avait Avant, on était dans un grand... Imaginez la mer comme un grand hangar d'aéroport, dans le noir, et on était avec une torche, là, et on cherchait ce qui vivait là-dedans, et là, on a allumé la lumière, et on voit les murs. On voit la limite de tout ce système. Ça, c'est pour la science et pour les scientifiques, c'est la première chose la plus importante qui a été faite par ce projet. Et bien sûr, c'est 100 fois plus que le génome humain. Le génome humain, c'est minuscule par rapport à tout ce qu'on peut découvrir d'autre dans la planète. Et ce qui est intéressant, je n'ai pas dit là, mais c'est que 30% de ces bactéries de la mer sont les mêmes qu'on a dans le ventre. On a en commun avec l'océan des bactéries. 30% des bactéries qu'on a dans le ventre, on en trouve les mêmes dans l'océan. On est bien sur la même planète. On est bien de la même veine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu le Facebook de la mer. Qui fait quoi avec qui c'est qui est copain avec qui n'est jamais avec qui collabore, qui coopère pas, qui est en paix de compétition. Et si vous regardez tous les organismes qu'on a mesurés, on voit rien, on comprend rien à ce truc. Tous les petits points, c'est des organismes. Bactéries, c'est les roses, les bleus, c'est les petites protistes, les oranges, c'est d'autres bactéries, les verts, et quand c'est vert, c'est toujours ensemble. Quand c'est rouge, les connexions, c'est jamais ensemble. On n'y comprend rien. Ce que ça explique, c'est que on essaie de comprendre en fait qui vit avec l'océan, qui vit avec qui dans l'océan et qui fait quoi, et comment ça marche. Comment ça marche cet oxygène qui est produit, comment ça marche cette protéine produite pour les poissons, comment ça marche et comment ça va marcher demain. Et donc pour ça, il faut comprendre quels sont les réseaux d'écosystèmes. Il faut comprendre si les interactions sont plus positives, c'est-à-dire que les gens collaborent, les organismes collaborent, ou se tirent la bourre, sont jamais ensemble, se mangent. Et quand vous faites ça, vous faites tort à Darwin. Pour ce monde-là, pour ce monde des organismes microscopiques de l'océan, c'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui collabore le plus. C'est très socialiste. La coopération est plus importante que la compétition, à 68%, 69%. Et ça contredit beaucoup des dogmes qu'on a en tête, c'est que le meilleur est toujours évolué et que en fait, le meilleur gagne. Dans la nature, c'est pas vrai à cette échelle-là. Et sur ces résultats, on fait la une de Science. Alors pour vous, ça ne veut rien dire, la une de Science, mais pour un scientifique, à faire la couverture de Science, faire 5 papiers dans un Science, d'avoir un numéro spécial de Science sur leur recherche, ça n'arrive même pas une fois dans une vie. Bon, ils m'ont dit. Ils disent c'est un truc complètement unique
Et c'est la première fois que la marine, que le plancton, que la biologie marine faisait la une de Science. Donc c'est quand même des grosses avancées. Et aujourd'hui, on en est à 125 publications scientifiques de ce projet-là. Et donc 125 données et résultats qui permettent de comprendre comment cette machine climatique de l'océan fonctionne. Et j'espère que dans 10 ans, 5 à 10 ans, on saura prédire comment elle va fonctionner demain, en fonction de la température. Peut-être il y aura des gagnants, il y aura des perdants, comme sur notre planète à nous. Ça ne sera pas binaire, de toute façon. C'est ça qu'il faut. Ça ne sera pas binaire. Ça ne sera pas tout ou rien. Et quand on prélève je disais tout à l'heure, du plancton, eh ben, on prélève aussi du plastique, parce que le plancton, à surface, on en prend beaucoup, et le plastique en surface, il flotte. Et vous faites ça, où que Tara aille, sur tous les parcours que vous avez vus là, il y en a, quasiment à tous les prélèvements. En Antarctique, très loin de toutes les villes, en Europe, en Méditerranée, il y en a autant que dans le fameux continent de plastique du Pacifique. Alors on se dit c'est loin, c'est pas chez nous, c'est des gros dégueulasses d'Américains. Mais en fait, non, c'est pareil que chez nous. C'est pareil en Méditerranée. Je vais vous montrer pourquoi. Le problème, il n'y a pas de la mer. Ça, c'est une simulation mathématique, c'est que chaque jour, on laisse 10 particules sur le modèle mathématique de la Méditerranée, des courants. Et on voit où elles vont. Et donc là, on est déjà à 4 mois. À droite, vous avez le décompte. 6 mois. Et vous avez le Rhône, le Pô, la mer Noire et le Nil. Et vous voyez, tout ce qui sort de nos rivières, donc de notre territoire, finit en mer, et certains arrivent même à aller quasiment jusqu'au Caire en 1 an, depuis le Rhône. Et à chaque fois, c'est la même quantité de plastique qui est larguée. C'est pour vous donner c'est un modèle mathématique de la Méditerranée, on connaît très bien, pour vous donner une idée de la raison de cette pollution. Elle ne vient pas de la mer, elle ne vient pas de la côte, elle vient du bassin versant, elle vient des montagnes, le Rhône en l'occurrence, c'est tout le bassin versant des Alpes, le Pô, c'est tout le bassin versant de l'Autriche, etc. Donc c'est vraiment notre quotidien qui est relié à cette pollution en mer. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on jette, le mégot qu'on jette dans la rue, le mégot il y a du plastique dedans, ça va dans les caniveaux, ça passe à travers les filtres, ça va en mer. Finalement tout est lié, quoi. Et l'avantage non, mais c'est un fléau planétaire, mais c'est un fléau réversible. C'est-à-dire que si on arrête de jeter du plastique dans les 10 ans qui viennent, 20 ans qui viennent, si on arrive à être plus circulaire, si on arrive à faire plus d'efforts dans tous les domaines, légal, éducation, technologique, etc., eh bien, le plastique va s'échouer sur les plages, on va le ramasser, il va sédimenter au fond de la mer, et il n'y en aura plus dans la mer. C'est un des rares problèmes réversibles de cette ampleur-là sur la planète qu'on a à combattre. L'autre problème réversible, c'était le trou d'ozone, et on est en train de le résorber. On a pris les bonnes décisions, on a pris les bonnes lois, et c'est terminé, c'est réglé. Dans 10 ans, c'est réglé. Donc, il faut se donner les moyens d'y arriver, et c'est un peu ça le discours de Tara, c'est de pas de voir ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, mais c'est de voir ce qu'il reste à faire. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et donc en Méditerranée, il y a eu tout un parcours. Pendant 7 mois, on a sillonné la Méditerranée, beaucoup d'escales, 18 escales. On a accueilli à bord 18 000 personnes, 8 000 enfants, je crois. Autour de toutes ces escales, c'était très très riche. Et en 2016, on a lancé le projet Tara Pacifique, sur lequel on travaillait déjà depuis 2014. On met 2 ans pour préparer les projets avant que le bateau parte. On met 2 ans à ce que la science s'organise. On rencontre un scientifique 2 ans avant, qui est un peu leader dans son domaine, en l'occurrence les coraux. 2 ans avant, on lui propose de faire un projet avec Tara. Il dit OK. Et on lui dit il faut être ambitieux. Hein. Donc il met 2 ans à réunir les scientifiques avec qui il veut travailler pour adresser l'écosystème. Pas que la biologie, pas que les poissons, pas que le corail, mais tout. Comment ça marche ensemble. Et donc pour ça, il faut réunir une équipe de 27 institutions, 27 laboratoires, pour essayer d'avoir des spécialistes de tout. Et après, c'est les faire travailler ensemble. C'est le challenge. Et quand ça marche, ça fait ce qu'a fait Tara Océan avant, sur le plancton, ça fait décoller la connaissance. Alors le corail, c'est très, très intéressant, parce que une petite vidéo qui vous raconte un peu le corail.
c'est joli. Remarquez, c'est un bon plan pour s'arrêter, c'est joli. Dommage qu'elle est belle cette vidéo. Elle est un peu triste à la fin, mais... Bon, c'est pas grave, je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Le corail, c'est comme un mariage. C'est un animal. C'est une méduse à l'envers. Chut. Les méduses que vous voyez là, toute petite méduse là. Vous n'avez pas vu le début, donc c'est bon, on va l'arrêter. Et il blanchit comme ça. En 7 jours. On arrête ça. Alors, je vais vous faire le suivant. C'est un mariage entre un animal qui est une méduse à l'envers, qui s'est sédentarisée, qui vit sur le rocher, mais qui n'a pas les... La galère. Oh, je galère là. Ah! Donc, écoutez-moi bien, regardez pas la carte. C'est important, c'est une belle histoire. C'est le mariage entre une méduse qui vit donc sur un rocher, qui s'est posée là. Une méduse qui s'est posée sur un rocher et qui mange. Elle mange la méduse, comme n'importe quelle méduse, ça mange une méduse. Elle mange du plancton qui passe devant elle. Et elle construit son squelette, son exosquelette, comme nous, en carbonate de calcium, un squelette qui est blanc. Elle le construit autour d'elle. Et c'est ce qu'on voit quand on plonge. Et les méduses sont microscopiques, elles font 1 millimètre, à peu près. On appelle ça les polypes. Et elles vivent, elles accueillent dans leur tissu, dans leur peau, une microalgue, une petite algue. Donc c'est un mariage entre une algue, un végétal, et un animal. Tout va bien, c'est-à-dire que l'animal donne des conditions à l'algue pour qu'elle se développe dans son corps, ça fait des belles couleurs, c'est ce que vous voyez quand vous avez un masque, vous voyez des belles couleurs de coraux, c'est l'algue qui donne cette couleur. Et et puis cette algue, avec le soleil, elle apporte 90% de la nourriture à l'animal. 10% c'est ce qu'il mange, tout seul, il n'est pas très doué. Et 90% c'est ce que la photosynthèse lui donne en sucre chaque jour. Donc c'est énorme, parce que ces récifs coralliens, je sais que vous avez déjà plongé dans les eaux tropicales, on voit très très loin, il n'y a pas du tout de vie. Ici dans le golfe du Morbihan, vous mettez la tête sous l'eau, vous ne voyez pas la main. Pas parce que c'est sale, parce qu'il y a tellement de vie, ça grouille tellement qu'on ne voit pas ta main. Dans le tropique, il y a très peu de nutriments, très, très pauvres. Et donc le seul moyen de survivre, c'est de coopérer. Et donc c'est ce que fait le corail, et il crée des structures qui accueillent après d'autres éléments, d'autres biodiversités, qui profitent de cet havre de paix pour se protéger et grandir. Et donc ça tient sur ce mariage entre une algue et l'animal. Et quand dans tout mariage, quand il y a un peu de stress, il y a une tendance à la séparation. Alors le stress, et du coup l'algue, s'il y a trop de stress, l'algue s'en va, elle quitte le corail, elle sort, on ne sait pas si elle est éjectée par l'animal ou si ça devient inconfortable pour elle, donc elle s'en va. N'empêche qu'elle quitte le corail, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, le corail qui perd son algue perd sa couleur et devient blanc, comme vous voyez juste à l'instant. Là. On blanchit, c'est le blanchissement du corail, pas le blanchiment. Blanchiment d'argent, blanchissement du corail. Et donc, il perd son algue, et si le stress dure 3 semaines, parce que parfois ça peut revenir, ça peut tomber le stress, et du coup, on se remet ensemble. Et ben, l'algue revient. Moins de 3 semaines, l'algue revient, recommence, et tout repart correctement. Et on voit souvent ça arriver. On a vu ça arriver à Tahiti cette année encore.
Tout est blanc, et puis 2 semaines plus tard, paf, tout est reparti. Si ça dure plus de 3 semaines, elle ne revient jamais. L'animal meurt de faim, en fait. Il meurt de faim, et c'est terminé. L'animal se désagrège, et vous voyez ce qui reste, c'était le squelette blanc, qui se fait coloniser comme un bateau, comme une coque de bateau, par d'autres algues. Voilà. Et ce stress, il vient de quoi, dont je vous parle? Il vient de la température en premier lieu, la hausse de température. Et en général, c'est 31,2 degrés. C'est très précis. Et si la température ne redescend pas dans les 3 semaines qui suivent, le corail meurt. Il vient d'acidification des océans, qui devient plus acide à cause de CO2 qu'on émet. Il vient des pollutions locales. Souvent, à Mayotte, par exemple, on a fait tellement de béton partout et tellement de routes que dès qu'il pleut, ça ravine un paquet. Et toute la terre de l'île se déverse dans le lagon. Le lagon se recouvre de terre et de poussière. Et le corail n'a plus de soleil. Et donc, ça meurt. Voilà un peu les stress. Et depuis 20 ans, on observe ça. On a des fameux phénomènes El Niño du Pacifique, où ça se réchauffe un peu, et du coup, il y a des gros événements de blanchissement. Et on en avait un tous les 7 ans, et depuis 3 ans, on en a un chaque année. 14, 15, 16, un chaque année. Et bien sûr, alors, des endroits sont touchés, très touchés. Il y a un coin qui est incroyable, qui est Ducie Island. Là. C'est Pitcairn, les révoltés du Bounty, c'était là. C'est perdu au milieu du Pacifique. Il n'y a pas un homme à 5000 km à la ronde. Ben là, tout était blanc. Y a pas, donc c'est bien l'impact du changement global qui impacte ça. C'est pas local. Et puis il y a des îles en parfaite santé. Wallis et Futuna, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, les Chesterfield, là, en Australie. Enfin, ça c'est la France, mais c'est près de l'Australie. Et puis des îles complètement décimées, comme les Samoa, au milieu. Et vous faites 3 jours de mer, tout va bien. C'est très aléatoire, en fait. C'est très surprenant. Et ça ne touche pas toutes les espèces. Ça touche quelques espèces seulement. D'autres espèces vont bien. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas binaire, le changement climatique et le changement global, c'est que ça va changer. Les récifs coralliens d'aujourd'hui ne ressembleront pas aux récifs coralliens de demain. En quoi, on ne sait pas, mais ça va changer drastiquement. Et donc, tout va changer. L'écosystème qui est accroché, les poissons qui sont accrochés vont changer. On ne sait pas le prédire, on ne sait pas dire comment ça va changer. Et c'est ça l'enjeu des années qui viennent, c'est de comprendre encore comment ça fonctionne. Et comment même aider d'ailleurs le corail à être plus résistant. Comment, si on comprend que c'est un mécanisme, c'est comme une maladie, si vous comprenez le mécanisme du cancer, le jour où on a vraiment compris comment ça marche, on saura trouver les remèdes pour stopper cette maladie. Et pour ça, il faut comprendre ce que c'est que l'écosystème. Alors, on fait beaucoup de sciences, on fait des plongées beaucoup, et on en a fait 3000 plongées déjà depuis 1 an et demi. 3000 plongées. On fait des photos, on fait des prélèvements, on fait de la génomique là-dessus. On se balade avec nos copains les requins. Il y en a qui prélèvent, vous allez voir, il y en a qui prélèvent de l'eau, du plancton, au-dessus du récif, comprendre qu'est-ce qui vit là. Il y en a qui pompent de l'eau près du récif pour voir qu'est-ce qui est proche du corail, qui vit là-dedans. Il y en a qui prennent des morceaux au fond, là, des morceaux de récif pour essayer de voir ce qu'il y a dedans comme bactéries et essayer de comprendre un peu tout ce machin fonctionne. C'est sympa de faire le scooter là. On l'a développé nous exprès, c'est Tara qui l'a inventé, c'est même moi qui l'ai inventé. Et c'est super sympa à faire. On a l'impression de voler au-dessus des récifs. Et on collecte du plancton dans les petits filets là. Et pareil, on fait ça à chaque fois, la même chose, depuis 1 an et demi. C'est pas chiant là, c'est parce que là on se baigne, c'est moins chiant que de pêcher du plancton. J'allais pas jusque là, mais c'est quand même répétitif. Et on en est déjà à 18 000 échantillons racoltés et renvoyés dans les laboratoires en France et dans les 9 pays impliqués dans le projet. Et on essaie de raconter comment ça marche. Et alors les résultats vont venir, ça prend du temps. Gérard le disait, ça prend du temps. Il faut laisser le temps au temps. La science, ça prend 2-3 ans, mais c'est quoi 2-3 ans pour comprendre un écosystème alors que ça fait des années qu'on n'y comprend que dalle. Et je vous parlais des politiques, et Ban Ki-moon est venu 2 fois à bord de ce bateau, en 2012 et en 2015, à Paris et à New York, où il était en prise directe en fait, avec des scientifiques qui étaient à bord, de plusieurs pays, pas que des Français. Et il a passé, en l'occurrence à New York, il a passé 2 heures à bord avec nous, on l'avait kidnappé. On naviguait en fait sur le Hudson River, donc il ne pouvait pas descendre.
Pendant 2 heures, on a changé de port autour de New York. Et donc pendant 2 heures, il a parlé avec des scientifiques one-to-one, face à face, un océanographe, un biologiste, un climatologue, et il a parlé sans filtre, sans émotion. Les scientifiques sont très factuels, c'est leur métier. Il a compris énormément de choses ce jour-là. Parce qu'il n'y a pas d'émotion, parce que voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, voilà la tendance, voilà ce qu'on pense qu'il veut arriver, basé sur la science aujourd'hui, voilà ce qu'on pense qu'il peut arriver. Et ces gens-là, ils n'ont quasiment jamais accès en direct à la source de l'information. Elle est toujours mâchée, traduite, modifiée sur le cabinet, par des conseillers, qui mettent une petite dose de conviction, une petite dose d'émotion, une petite dose d'interprétation. Et je pense que c'est important que ces hommes-là aient accès à la science en direct. Il est revenu à Paris, discuter avec une vingtaine d'enfants qui étaient à bord du bateau ce jour-là. Il leur a parlé comme un grand-père parle à ses petits-enfants. C'était très émouvant pour le secrétaire général de l'ONU. Voilà, avant de passer la parole à Johan, je vais vous expliquer un peu, vous allez voir avec une petite vidéo qui devrait marcher celle-là, ce qu'on fait quand Tara fait une escale, avec les enfants notamment. Et en fait, c'est porte ouverte. Et là, on se fait envahir par la population et par les enfants pendant tout le jour d'escale. Et c'est à la fois très fatigant, mais à la fois très enrichissant et très valorisant pour les scientifiques, pour tout le monde à bord. Et c'est tout le monde qui s'y colle, comme on dit. C'est pas que les marins, c'est les scientifiques aussi qui, avant de prendre l'avion, doivent passer 3-4 jours à bord du bateau pour raconter ce qu'ils font à bord. Et ici dans les classes aussi, dans les facultés. Et donc à Guayaquil, les dernières images là, il y avait 2500 enfants dans la même salle. On est arrivé dans la salle, il n'y avait personne. Imaginez, 2500 chaises là. 3 scènes, 3 écrans. Et genre, ils sont complètement allumés ici. On va parler à 50 mecs, il y aura 2500 chaises. Et en 10 minutes, les bus sont arrivés, c'était rempli d'enfants en uniforme. C'était un des moments les plus émouvants de ma vie, je crois, sur Tara en tout cas. On n'y croyait pas au début, mais c'était complètement dingue. Dingue. Et ils parlaient anglais, moi je parlais pas espagnol, mais ils ont compris ce qu'on a dit. Et après on s'est fait envahir bien sûr de ces 2500 enfants sur le bateau. C'était chaud. Qu'est-ce qu'on fait après? Souvent on me demande ce qu'on fait après. Alors on est déjà en train de préparer la prochaine expédition de Tara. Tara va revenir le 27 octobre à Lorient. 27 octobre à Lorient, pendant les vacances scolaires. Le bateau va être ouvert au public les jours qui suivront l'arrivée, quelques jours. On essaiera d'accueillir le maximum de monde, en tout cas. Et on prépare déjà maintenant, on prépare la prochaine expédition du projet Tara. Ce ne sera pas forcément la goélette Tara qui ira en Arctique, mais en tout cas, on va essayer de construire une espèce de bateau rond qui va aller aux confins du pôle Nord et qui, j'espère, y restera pendant les 20 prochaines années. Il n'y a personne aujourd'hui qui étudie l'Arctique toute l'année. Aujourd'hui, le pôle Nord, il est étudié 2 mois par an, en août-septembre, en bateau au brise-glace, quand il fait jour, quand il fait chaud. Mais le reste du temps, il n'y a personne qui passe du temps là-haut, alors que c'est notre climat qui en dépend. Et j'ai la ferme intention, avec l'équipe Tara de la Fondation, de rendre ce projet vivant et que cette dérive de 2020 à 2022 soit refaite de 2022 à 2024, etc., etc. D'avoir un laboratoire permanent et que ce soit la France qui le fasse, tant qu'à faire. Voilà pour le futur, et Tara fera d'autres choses. Tara
va continuer sa route, faire d'autres projets en Europe et même ailleurs dans le monde, en parallèle de cette soucoupe. Alors ce projet, il est financé, il coûte pas mal d'argent chaque année. Je vais quand même vous dire un petit couplet là-dessus, c'est qu'il a été bien sûr fondé par Agnès B. Elle finance encore un tiers du budget chaque année, personnellement, pas entreprise, c'est elle personnellement. Elle est soutenue depuis 10 ans par la Fondation Albert II de Monaco, par Lorient, l'agglomération de Lorient, qui donne fidélité sans borne, par la région Bretagne, depuis 10 ans maintenant, mais aussi par des entreprises françaises, comme Veolia, suédoises, japonaises, américaines, Disney partenaire en ce moment. Ah ouais, c'est marrant, Mickey est à bord du bateau. L'UNESCO est un partenaire important institutionnel, même si c'est une grosse machine. Et bien sûr, sur la science, on a des partenaires de fonds, qui sont le CNRS, qui est de loin le partenaire le plus important de Tara, qui pilote tous les projets, mais aussi le CEA, des laboratoires de biologie moléculaire européens, comme en Allemagne. Donc c'est des projets qui sont lourds et qui sont financés par des mécènes, qu'on cherche toujours d'ailleurs. Mon père m'aide pas mal, avec d'autres gens bien sûr, à trouver des mécènes, et j'en remercie. C'est un travail de longue haleine, mais c'est tellement passionnant de faire vivre une utopie comme Tara qu'on arrive à trouver chaque année les ressources, et que chaque fois c'est ric-rac, mais chaque fois on y arrive depuis 14 ans. Grâce à la générosité des gens, tout le monde peut faire des dons. Vous pouvez même faire un don si vous voulez, 5 € par SMS, c'est simple, c'est très rapide. Tapez Tara 5 ou Tara 10 au 92 412. Voilà pour moi. Je vais donner la parole à Johan qui va vous parler de... Vous avez vu ce qu'on fait à bord du bateau? Vous avez vu ce qu'on fait à bord du bateau aux escales avec les enfants, en France et ailleurs. Et Johan va vous expliquer ce qu'on fait dans les classes. Hein? Ce qu'on peut faire quand on n'a pas le bateau scientifique sous la main. Ouais. Merci beaucoup. Bien, merci d'être là. Donc je vais être assez court, maximum une demi-heure, pour laisser un petit peu de temps aux questions. Et pour vous parler un petit peu d'EDD, quelque part, et comment effectivement, au niveau scolaire, et par l'intermédiaire de projets comme Tara, on essaye de faire de l'éducation au développement durable avec nos élèves, je dirais de la maternelle jusqu'au lycée, quelque part, puisque on va retrouver ça dans tous nos programmes. Et l'idée de comment on essaie d'en faire un véritable objectif éducatif pour former le citoyen. Alors évidemment, on n'a pas forcément la chance d'avoir le bateau et les scientifiques de Tara sous le coude, donc on passe par d'autres biais qui peuvent être tout aussi palpitants. Hein. Donc des programmes, j'ai en touché quelques mots, voir comment est-ce que effectivement l'Éducation nationale a mis ça dans ses programmes petit à petit, c'est une longue histoire finalement. Et puis aussi comment, depuis quelques années, avec des équipes de professeurs, on constitue des fiches pédagogiques à destination des collègues de plusieurs disciplines pour qu'ils puissent les utiliser en classe. C'est ça l'idée, un petit peu. Donc je vous présenterai quelques exemples de fiches qui sont conçues et de voir avec quelle philosophie finalement on les a conçues. Derrière cela, voir aussi comment on peut s'appuyer avec opportunisme, mais dans le bon sens du terme, sur justement ces expéditions-là, pour motiver et embarquer les élèves, même si on n'a pas de bateau. C'est ça l'idée. Bref, alors les professeurs, eux, sont souvent confrontés à une grande multiplicité d'objectifs. Et c'est vraiment la difficulté. Des fois, on pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait à l'école par rapport à ces choses-là? Donc, c'est un petit peu pour ça que je suis là aussi pour y répondre. Ils ont beaucoup d'objectifs, les professeurs. Et tous ces objectifs, on peut les empiler, les prendre un à un. Et bon, ça peut marcher quelque part. On va atteindre quelques-uns de ces objectifs, mais ce n'est pas si évident que ça. La pratique montre qu'on peut mieux faire quelque part. Et que par des techniques qui permettent d'emmener nos élèves vers des projets dans lesquels tous ces objectifs ne vont faire plus qu'un finalement, vont se suivre, ça permet effectivement de les motiver davantage. Alors, d'abord, concernant l'éducation au développement durable, une des premières choses qu'on va dire, c'est que c'est dans nos programmes scolaires.
Donc là, j'ai fait 2 captures d'écran de ce qu'on avait dans nos programmes. Ah bah non, vous ne les voyez pas, ça va arriver. Ici, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est écrit derrière moi, ce n'est pas dans le programme de sciences. C'est-à-dire qu'on attribue à l'école, à toutes les disciplines, finalement, ces enjeux-là, ces objectifs-là, où on voit que les connaissances scientifiques et techniques qui permettent d'accéder à la vérité, à la preuve, de la différencier d'une simple opinion, de comprendre les enjeux éthiques et les applications scientifiques et techniques, ça c'est quelque chose qui est écrit dans le préambule des nouveaux programmes de collège, pour faire court. Et ça s'adresse à toutes les disciplines. Voyez ? Donc à chacun, finalement, à chaque professeur, de s'emparer de cela et de voir que, voilà, dans ma classe, avec mes élèves de différents niveaux, que ce que je peux faire pour essayer d'atteindre ces objectifs-là. D'accord ? Et puis derrière, effectivement, il y a les enjeux. L'idée, où est-ce qu'on veut amener nos élèves ? Amener les élèves à comprendre, à adopter des comportements responsables vis-à-vis de l'environnement. C'est un exemple que l'on voit derrière. Et cela, ça ne se décrète pas. Et c'est là toute la difficulté, la passion aussi que j'ai pour ce métier de professeur. C'est-à-dire que ça, dire à nos élèves, adopter individuellement un comportement responsable, mais pour la collectivité, eh bien, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et ça se construit avec beaucoup de temps. Il faut des années pour le faire, et à plusieurs. Donc, un seul professeur ne peut pas le faire. C'est vraiment des équipes qui travaillent, et sur plusieurs années. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, il y a évidemment, peut-être, en première ligne par rapport à Tara, mais je ne décris pas les autres, on a les professeurs de sciences qui, évidemment, de par l'accompagnement que l'on fait de ces expéditions, vont pouvoir aborder plus aisément, plus naturellement, je dirais, toutes ces problématiques de développement durable et tout, effectivement, et utiliser le contenu scientifique et produit par de telles expéditions scientifiques pour alimenter leurs cours et leurs séances. Alors je vais vous prendre un exemple. Il va vous faire comprendre comment est-ce qu'on a conçu ces fiches. Parce qu'une fiche pédagogique, bien souvent, si vous allez sur Internet, c'est un document, 10 questions, un document, 10 questions. Pourquoi pas ? C'est intéressant, ça fonctionne, mais ça fait un peu fiche de musée, je dirais, quelque part. Alors voilà un exemple qui nous a un exemple concret sur lequel nous sommes partis dans un brainstorming pour dire, voilà, on va faire des fiches sur l'océan, sur la photosynthèse, etc. Et donc on va partir des croyances populaires, je dirais. Puisque un des objectifs de la science, de la formation scientifique de nos élèves, ça va être de bien distinguer l'opinion, je pense que, voilà, j'ai mon avis là-dessus, des faits argumentés qu'on peut vérifier. Une chose que sûrement tout le monde dans cette salle a dû entendre un jour ou l'autre, ou voir, comme on le voit ici, c'est il faut protéger les forêts, et notamment il faut protéger la forêt amazonienne, parce qu'en coupant les arbres, on tue le poumon de la Terre. Ça, vous l'avez peut-être entendu quelque part, dans les médias, télévision, radio, vous l'avez peut-être lu quelque part, vous l'avez peut-être vu quelque part. D'ailleurs, vous voyez, là, c'est tout simplement une affiche, je ne dirais pas propagande, mais de WWF quand même, où on voit effectivement, pour faire passer ce message de protéger la forêt, vous voyez, on a cette belle iconographie, où la forêt ressemble à des poumons, et effectivement avec une partie qui a été rasée, et donc on respire moins bien. On est parti de ça. Le scientifique, il ne va pas rester sur cette opinion-là. On va vérifier, est-ce que vraiment, en coupant les arbres, on s'enlève de l'oxygène que nous respirons ? Est-ce que l'oxygène de l'atmosphère est véritablement produit par ces forêts ? Il faut vérifier. Certains ont émis leur opinion directement. Voilà, genre de tweet qui peut venir d'outre-Atlantique. Souvent, vers 6 h du matin, heure locale, là-bas, on a un tweet qui a une belle opinion sur le sujet. Évidemment, en coupant les arbres, on tue le poumon de la Terre. C'est simple, je l'ai vu sur Facebook, ça marche, voilà. Donc ça, c'est de l'opinion. Donc c'est pas faire des sciences. Alors voilà comment on a conçu la chose. C'est que derrière, on a construit une fiche pédagogique qui correspondait, vous voyez, par rapport à l'expédition actuelle Tara Pacifique, qui correspondait à l'escale qui a été faite en Nouvelle-Guinée. Et donc, nous sommes partis sur cette problématique-là. Quelles sont les causes et les conséquences de la déforestation ? D'accord ? Donc ça s'accompagne, c'est une fiche pédagogique qui accompagne une escale. Et plutôt que de partir directement sur un document 10 questions, nos fiches pédagogiques ont été quand même
conçus pour essayer de faire réfléchir les élèves et les faire rentrer dans des dynamiques de projet. Donc par exemple, toutes nos fiches collège et école primaire commencent par des quiz, tels qu'on peut alors là on ne les voit pas, oui c'est ça, des quiz, où on interroge justement les opinions, les croyances. Moi je pense que c'est ça. Et donc on met les élèves dans des conditions rapides, parce qu'en plus c'est assez fun les quiz, hein, ça marche très bien avec des élèves. On les met en condition de donner leur avis, et après il va y avoir tout un ensemble documentaire qui sera là pour vérifier, vous voyez, par des faits, des observations, des mesures, vérifier si ce que je pensais au début est réel ou pas, est vrai ou pas. Donc effectivement, derrière, eh bien, on va voir tout un tas de documents, alors qui sont tirés pour partie de données scientifiques un peu globales, d'autres pour partie de données scientifiques issues de Tara, et je dirais document après document, qui sont d'une grande diversité, on va revenir au quiz, revenir à ces questions, à ce qu'on pensait être vrai ou pas, et remettre effectivement en question certaines croyances populaires. Pour le coup, une fois qu'on a fait cette fiche-là intégralement, à la fin, on comprend bien que l'oxygène que l'on respire, ce n'est pas les forêts, c'est le plancton. Pour faire court, ça ne veut pas dire qu'il faut défricher la forêt de l'Amazonie. D'accord ? En fait, quand on rase l'Amazonie, ce n'est pas le poumon de la Terre qu'on rase, mais c'est un écosystème qui est aussi tout important. Peut-être notre future pharmacie aussi. On trouve beaucoup de choses pour nous soigner là-bas. Voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel ces fiches sont conçues. Donc elles sont de tout niveau. Nous avons des fiches qui font cycle 3, donc on va dire CM1, CM2, 6e. Des fiches qui sont plus collège, sur des niveaux un peu plus élevés, 5e, 4e, 3e. Et puis la nouveauté cette année, c'était des fiches lycée, où là on n'a que des fiches professeurs en fait, parce que les fiches lycée sont conçues comme des corpus documentaires, un ensemble de documents avec des stratégies possibles pour le professeur, pour les utiliser en classe, sous forme de débats, etc., de débats contradictoires. Enfin, toutes ces choses-là pour développer finalement le sens critique des élèves. Voilà. Alors, faire des sciences pour développer. Alors, vous voyez, faire des sciences, c'était ça l'idée. Interroger, questionner le monde, mais ne pas partir directement sur l'opinion. Aller chercher, investiguer, enquêter, quels sont les faits, qu'est-ce qu'on peut mesurer, qui pourrait être remesurable. Ça, c'est du concret. C'est du dur, si vous voulez. C'est vérifiable, c'est revérifiable. Questionner le monde, interroger les données, les faits, les mesures, puis avec aussi derrière une certaine contrainte, c'est-à-dire que on se garde sur le naturel, on ne croit que le naturel. Le reste, le surnaturel, on le met de côté. D'accord ? Alors on ne fait pas que des sciences avec ces fiches Tara, parce qu'effectivement ce n'est pas réservé qu'aux professeurs de sciences. Quand je dis des sciences, donc toutes les sciences expérimentales, technologie, sciences physiques, chimie, les professeurs de sciences de la vie et de la Terre, anciennement sciences naturelles ou biologie, géologie. Voilà. On fait autre chose. On peut faire de la géographie, on peut faire des maths. Voilà une autre fiche là qui venait donc qui correspond à une autre escale, l'escale aux Fidji, où là par exemple vous aurez plus loin, une activité après un quiz, on va demander aux élèves, par exemple, allez, vous avez une carte, là, de l'île de Sein, c'est du local, c'est du breton, et on va demander aux élèves, allez, estimez-moi la superficie de l'île de Sein. Alors pourquoi, d'un coup, comme ça, l'équipe pédagogique a décidé, l'équipe de professeurs a décidé de mettre ce type d'activité? Alors déjà, justement, pour que aussi des professeurs et de mathématiques et pas que de sciences de la vie et de la Terre s'emparent de ce type de fiches, parce que vous voyez l'enjeu derrière, on va, même en mathématiques, mettre les élèves devant des problématiques de développement durable. C'est ça l'idée. Il y a aussi un autre enjeu. Je vous mets ça à côté, vous allez voir un petit peu la stratégie. Ce document à côté, lui, date de 2012. C'est la même question. C'est estimer l'aire de l'Antarctique. On aurait pu faire pour le Groenland. Ça vient je ne sais pas si vous connaissez, ça vient d'une évaluation internationale qui s'appelle PISA, où on compare le niveau des élèves de 15 ans de tous les pays de l'OCDE. Donc ça fait pas des scandales, mais voilà. Tous les 4 ans, il y a un petit buzz par rapport à ça, parce que les Français sont quand même plutôt moyens sur la chose et ne sont pas au niveau de l'ambition que nous pouvons avoir pour eux. D'accord ? Je vous ai mis celui-là parce que voilà typiquement le type d'exercice qui a posé de grosses difficultés à nos élèves français.
Ça, c'est l'exercice, un des 3 exercices les moins bien réussis par les élèves français. On était dans la PISA Sciences. Là-dedans, il y a 3 pièges pour l'élève. Et je vais vous dire pourquoi les élèves n'y arrivent pas. Quand on n'y arrive pas, c'est-à-dire que les Français, là-dessus, sur cet exercice-là, ont le taux de non-réponse le plus important quasiment du monde. 3 choses. D'abord, alors qu'ils étaient sur les profs sciences, ils ont regardé, c'est quoi ça? C'est des maths, c'est de la géographie, c'est quoi? Le français, s'il n'a pas l'armoire, il ne trouve pas les outils. Donc il n'a pas été capable de repérer que c'était des maths, il n'a pas ouvert l'armoire des maths, il n'a pas trouvé les outils intellectuels pour faire ça. Première chose. Deuxième chose, le français, globalement, le jeune français, s'il ne sait pas, il ne tente pas. Troisième chose, il y avait un gros mot pour un élève français, estimer. C'est un très gros mot, ça. C'est-à-dire qu'on n'attend pas une réponse précise, exacte. Voilà 3 choses. Alors on travaille dessus, ça c'était en 2003, ce PISA-là, on évolue un petit peu. Mais vous voyez aussi l'intérêt, finalement, de passer par, non pas de rentrer par une discipline pour faire des maths finalement, en rentrant par une fiche qui correspond à une escale d'une expédition scientifique, où on va parler à la fois... alors là, il s'agissait, c'était laquelle, donc, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, j'y reviendrai. On va voir un peu de biologie, on va voir un peu de technologie, on va parler de problématiques humaines, sociétales, on va faire des maths. Finalement, c'est comme ça que petit à petit, on apprend aussi aux élèves à sortir de ces armoires fermées qui sont les disciplines dans lesquelles on aurait rangé des outils et qu'on ne pourrait pas déplacer les outils d'une armoire à l'autre. Si vous me comprenez, c'est un petit peu ça l'idée. Et donc, ces fiches-là contribuent finalement, peut-être modestement, mais contribuent à ce que nos élèves, plus tard, dans d'autres épreuves PISA, s'en sortent un petit peu mieux et un petit peu plus d'esprit d'entreprise, je dirais, par rapport à ce type de problématique. On fait des maths, on fait aussi des SES, donc on a un collègue de SES qui travaille aussi là-dedans, où là, effectivement, nous sommes sur une autre fiche Tara, c'était à Taïwan, où l'objet, le fil rouge de la fiche, ce sont les téléphones portables et ce sont les nouvelles technologies. Donc voilà une petite capture d'écran que j'ai faite sur... ça, c'est dans une fiche Tara, où on va interroger des élèves de lycée par rapport à cette photographie. Vous voyez, le rôle des nouvelles technologies dans la vie de tous les jours. Alors vous voyez, on va aller voir d'où viennent les composants, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Alors j'adore cette photo, où on voit Hillary Clinton, qui tout le monde allait la voir. Alors, elle n'a pas de chance. Moi, j'ai beaucoup plus de chance qu'elle aujourd'hui, parce que vous me regardez. D'accord? Mais dans un autre cas, vous pourriez tous être retournés en train de faire un selfie. C'est une vraie photo, c'est pas un montage. C'est quand même assez impressionnant, voire inquiétant. J'ai repéré, vous voyez en rouge, une personne ici. Alors, c'est la normale du coin. C'est le seul qui regarde Hillary Clinton sans téléphone portable. Et puis il y a une deuxième à côté, j'avais cru que c'était l'autre extraterrestre du groupe, mais il y avait un piège. Elle regarde bien Hillary, mais en fait elle prend la photo du bon sens. Elle est en train de prendre une photo quand même. Voilà. Alors ça c'est intéressant, parce que ça fait quand même discuter les élèves sur l'utilisation des nouvelles technologies. On fait quoi? Là vous avez ici... oui. Autre fiche lycée, donc on fait aussi de l'anglais, possiblement. Donc là, une fiche pédagogique sur encore une autre escale, Kimbébert, Nouvelle-Guinée, où là, dans le corpus documentaire, les documents qui sont proposés pour créer des débats avec les élèves en lycée, notamment ici plutôt en SES, nous avons des textes en français, nous avons des textes en anglais. Vous voyez, donc vraiment, on essaye de mixer un maximum les disciplines pour aller plus sur les dynamiques de projet. Là, sur une fiche cycle 3, on fait un peu de français aussi, un peu de vocabulaire. Donc voilà aussi le type d'activités qui sont proposées, où effectivement, sur des aspects un petit peu plus ludiques, on va peut-être commencer à développer un peu de vocabulaire, voire du vocabulaire scientifique, des noms d'espèces, choses comme ça, auprès des élèves. Donc voilà, là, à petite échelle, voilà comment on peut se servir de fiches pédagogiques pour essayer de sensibiliser, de développer un peu l'esprit critique, de croiser les disciplines, en essayant de promouvoir tout ce qui est pédagogie de projet, finalement. Maintenant, sur quelque chose de plus large. Il s'agit depuis plusieurs années de repenser la place de l'éducation au développement durable dans les programmes.
C'est-à-dire que les fiches qu'on a utilisées tout à l'heure, c'est comment finalement on va les utiliser aussi en classe avec les élèves à ce niveau-là. Alors, il y a très longtemps, avant que Gérard soit là d'ailleurs, l'EDD, on n'en parlait pas dans les programmes. Ce n'était pas écrit, si vous voulez. Donc par exemple, en sciences naturelles, on commençait par exemple pendant 1 ou 2 semaines, on faisait les besoins des plantes. Puis 2 semaines après, on faisait la photosynthèse. Puis après, on allait vers autre chose, un autre objet d'étude. Par exemple, on aurait fait, pourquoi pas, la reproduction des plantes, voilà, des choses comme ça. Bon. Et on allait de science en science. Plus récemment, quand l'EDD est arrivé dans les programmes, c'est-à-dire qu'effectivement, on voyait des choses écrites en termes d'EDD dans les programmes nationaux, les programmes ont été présentés de cette façon-là. On aurait eu les besoins des plantes. Voilà, donc on indique au professeur quelques notions, des choses à construire. Puis après, il y aurait eu un petit chapitre, la photosynthèse. Et puis derrière étaient écrits des choses autour de l'impact de l'homme sur l'environnement par rapport à ça. Finalement, l'aspect EDD, qui arrivait en bout de chaîne. C'est-à-dire que dans cet état d'esprit-là, je fais mes sciences, et à la fin, je sors ma fiche Tara, si vous voulez, ou mon projet Tara. Les programmes sont encore, pour partie, encore écrits comme ça. D'accord ? Ils vont évoluer. Les programmes changent. Donc, même si les programmes sont écrits comme ça, nous, ce qu'on essaye de dire, enfin, ce que j'essaye de dire aussi dans mon métier aux professeurs, c'est qu'on a le droit de le prendre à l'envers, cette idée-là. C'est que rien n'empêche, finalement, avec la liberté pédagogique, de commencer par une problématique EDD, ce qui permet déjà de débroussailler pas mal de choses, de se poser des questions, et après, on va mettre notre science au service. On va mettre notre science et notre méthode scientifique au service de ça. D'accord ? Donc ça change un petit peu tout, c'est-à-dire que finalement, le développement durable, par exemple, devient un fil rouge, un fil conducteur d'une enquête qui va durer plusieurs semaines. Je me pose la question de, est-ce que, en premier, en coupant la forêt amazonienne, en déforestant, je me supprime de l'oxygène que je respirais ? Pour y répondre, je vais devoir, pour le comprendre ça, passer par l'étude du besoin des plantes, et je vais devoir à un moment donné passer par l'étude de la photosynthèse. C'est une nécessité, c'est au service d'eux. Finalement, ça donne beaucoup plus de sens, c'est plus intelligent quelque part d'avoir cette chose-là. Et on essaye d'aller vers quelque chose encore mieux. Donc là, c'est quand on est vraiment dans le projet, dans la pédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie de projet, eh bien on fait des retours sans arrêt. C'est que globalement, l'impact de l'homme, c'est le point de départ. J'étudie les besoins des plantes, feedback, je reviens en arrière pour voir si ça a répondu. Et je continue. Et on fait des boucles comme ça. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Et à la fin, j'ai fini le projet. Donc voilà comment les programmes, si on prend les 2 premières diapositives, ont évolué dans leur écriture. Ça commence à évoluer vers la 3e ligne dans l'écriture de certains programmes. Mais en termes pédagogiques, on essaye d'aller vers la 4e ligne qui est en dessous, qui est la plus efficace finalement quand on veut vraiment construire ces compétences-là, cette sensibilité-là chez nos élèves. Voilà. Donc, ce qu'on veut, une expédition sur laquelle on se base et des fiches pédagogiques qui doivent donner du sens, enfin qui donnent du sens, qui donnent du science, c'est un jeu de mots pourri, mais c'est comme ça. On arrive en décembre, je suis un peu fatigué, si vous voulez. Qui permet d'aborder des notions de programme disciplinaires autrement, et puis qui permettent de faire du lien entre les programmes par l'éducation au développement durable. Quand je dis les programmes, que ce soit en termes horizontal, la 5e vers la 4e, la 4e vers la 3e, etc., ou en termes horizontal, des SVT vers les mathématiques, vers le français, etc., etc. Voilà. Alors, Tara, ça ne permet pas que de faire des maths, du français, etc. Ça permet, alors, je dirais par exemple, de voyager, déjà, vous voyez, par ces belles cartes, parce que aussi, toute l'iconographie qui va avec, les photos, c'est toujours sympa de voir ça. En ce moment, Tara Pacifique, les coraux, bon, ça change effectivement de ce qu'on peut voir en cette période-là au niveau du golfe du Morbihan. Mais moi, en voyant ça, ça m'a fait penser à autre chose. C'est de me dire que cette expédition-là, Tara, en voyant la carte, tout de suite quand j'ai vu la carte, j'ai pensé à cette carte-là. C'est-à-dire que ces expéditions scientifiques, c'est pas nouveau non plus. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et ici, vous avez la carte de l'expédition du Beagle. Donc une expédition qui a aussi duré plusieurs mois, plusieurs années. Voilà, de 1831 à 1836. C'est un des premiers grands voyages de Darwin, on en a parlé tout à l'heure, de Darwin qui a fait ce voyage-là. Et c'est au cours de ce voyage-là qu'il a construit une des plus grandes théories scientifiques au monde,
connu, qui est effectivement, il a poursuivi sur la marque, l'évolution et notamment tout ce qui était autour de la sélection naturelle, etc. Alors forcément, quand on voit ce type d'expédition, là, c'est du Beagle et c'est le Tara, il va y avoir des similitudes. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est-à-dire dans la façon de rendre compte de la science, où on voit au-dessus la façon dont Darwin pouvait rendre compte de la biodiversité, alors une forme de biodiversité, et maintenant comment Tara rend compte, d'une autre façon, mais avec le même objectif finalement, d'une autre biodiversité. Alors, d'une autre, parce que Darwin n'avait pas de microscope, etc., pour le plancton, il étudiait, il ne savait même pas ce que c'était qu'un gène, on ne connaissait pas l'ADN, mais il faisait comme ça. Et puis les interprétations que l'on en fait. J'ai trouvé ça aussi, cette comparaison assez amusante, où nous avons d'un côté une schématisation un petit peu fractale, arborescente, élaborée par les équipes Tara, mais là on est sur des méthodes de prélèvement au niveau des coraux. D'accord ? Et à côté, ça ressemble, alors ça n'a rien à voir, mais ça ressemble, d'accord ? C'est un document historique, la première fois qu'un scientifique a imaginé un arbre d'évolution. En fait, ce que l'on voit, donc, de toute l'histoire des scientifiques, ça n'existait pas avant. On n'a jamais eu quelqu'un qui a écrit ça, où on voit un A, un B, un C, un D, et il s'est dit, voilà comment moi je vois l'évolution. J'aime bien, c'est beaucoup de poésie, I think, je pense. Et je pense que les espèces A, B, C et D sont dans un arbre et viennent toutes d'un même ancêtre commun, et que plus ils sont éloignés ou proches au niveau des branches, plus ce sont des espèces qui sont proches ou éloignées d'un point de vue évolution. D'accord ? Ah, il faisait ça, il était en France, il allait sur le bûcher. Il est sur son bateau, tranquille. D'accord. Et évidemment, derrière, les scientifiques, forcément, il y aura des petites ressemblances. Voilà, c'était... Parce que peut-être que monsieur Le Troublé, un jour, s'il se laisse un peu plus pousser la barbe, etc., si on prend une photo en noir et blanc, on en sera là. Donc des similitudes entre les scientifiques, leur façon de faire des prélèvements, de rendre compte, etc. Et donc, avant de finir, j'ai deux merci à faire. Merci. D'abord, un merci à l'initiateur du partenariat Académie de Rennes, Tara, Michel Chouzier, qu'on s'est vu la première fois, c'était il y a presque 10 ans, ensemble avec lui, qui a initié ce partenariat Académie de Rennes, Tara, qui a fait que l'Académie de Rennes est l'académie qui produit des fiches pédagogiques pour Tara. Et remercier les concepteurs, dont j'ai mis les noms, qui sont donc toute cette équipe de professeurs, qui depuis 2 ans, je travaille avec eux, ont produit alors au moins une centaine de fiches pédagogiques, plus de 100 fiches pédagogiques déjà, énormes de ressources qui accompagnent chaque escale de Tara. Voilà, je vous remercie.